Eh bien, bonjour à tous. Je suis Philippe, consultant formateur au service formation de SNC France. Je suis accompagné d'Eric aujourd'hui pour répondre à vos questions que vous pourrez poser à travers le chat. Bonjour Eric. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Eh bien, bienvenue dans ce webinaire pour aller plus loin au sujet de la préparation de l'air comprimé sur machine. Ce webinaire fait suite aux deux précédents. En effet, le 25 juin dernier, nous avons déjà vu ensemble les notions fondamentales de la pneumatique, puis Denis, mon collègue formateur, vous a détaillé la semaine dernière la production de l'air comprimé. Aujourd'hui, ce webinaire durera environ 1 heure. Pendant ce temps, vos micros seront coupés, mais vous pourrez continuer à interagir avec nous en répondant au sondage que nous allons vous proposer entre les contenus. Veillez pour cela, néanmoins, à ne pas être en mode plein écran et si c'est le cas, à appuyer sur le petit pictogramme ici de façon à ne pas être en plein écran. Vous pourrez également poser vos questions dans le champ correspondant. Pour cela, appuyez sur la petite flèche orange ici de façon à le faire apparaître. Les réponses à vos questions seront prises en compte par Eric et nous y répondrons plusieurs fois au cours de ce webinaire. Voilà, mais écoutez, cette introduction est terminée. Je vous souhaite un webinaire agréable et instructif. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer maintenant. Grâce à ce webinaire d'approfondissement, préparation de l'air comprimé sur les machines, vous connaîtrez mieux 3 accessoires complémentaires du FRL, d'autres particularités des filtres pour l'air, des options pour les régulateurs de pression d'air standard. Nous aborderons les régulateurs de pression de précision et enfin, nous ferons un point sur la coupure de l'air en lien avec la sécurité machine. Nous allons commencer par détailler les accessoires complémentaires du FRL, mais avant, merci de bien vouloir répondre à ces deux premières questions. Selon vous, donc, à quoi sert une entretoise de dérivation? Selon les 3 propositions que vous voyez. On va se donner une trentaine de secondes à chaque fois pour vous permettre de répondre tranquillement. Il en reste 10, 5. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce premier sondage. Nous allons vous poser tout de suite la seconde question. Elle est ici. Comment pourrait-on empêcher le déréglage de la pression d'utilisation? Encore une fois, choisissez l'une des 3 propositions. Les 20 secondes sont écoulées. Il en reste 4, 3, 2, 1. Voilà, le temps est écoulé. Merci d'avoir répondu. Je ferme ce premier sondage et je vous propose tout de suite les réponses qu'il fallait cocher. Donc, selon vous, à quoi sert une entretoise de dérivation? Eh bien, à disposer d'une sortie d'air supplémentaire. Comment pourrait-on empêcher le déréglage de la pression d'utilisation? Eh bien, la bonne réponse était avec un moyen de condamnation du bouton du régulateur. Nous allons détailler ces deux notions maintenant. Mais avant tout, rappelons-nous d'abord ce qu'est un FRL. Un FRL, comme le montre l'image, c'est l'association d'un filtre, d'un régulateur et d'un lubrificateur. Cela constitue la base d'un groupe de traitement de l'air au pied d'une machine. Nous y ajoutons en général en plus une vanne de sectionnement manuelle et cadenassable, et souvent aussi une vanne de coupure électrique et de remise en pression progressive déclenchée par un arrêt d'urgence. Dans cette configuration, nous disposons donc d'un air filtré, régulé et lubrifié. Néanmoins, ce n'est pas toujours suffisant ou adapté pour une machine industrielle.
il faut en général améliorer cette configuration puisqu'il est effectivement fréquent d'avoir besoin de plusieurs sources d'air comprimé distinctes. Nous allons devoir pour cela utiliser des accessoires que nous allons voir maintenant. Une machine industrielle est souvent divisée en stations et certaines d'entre elles peuvent avoir besoin d'air comprimé en permanence. C'est le cas par exemple d'une machine ou d'une station qui alimenterait des préhenseurs par le vide, que je vous représente ici. Ces équipements ne doivent jamais manquer d'air, entre guillemets, sinon c'est le risque de lâcher les pièces tenues par les ventouses. Alors pour cela, on utilise un premier composant accessoire au traitement de l'air, on l'appelle l'interface de dérivation. Cette interface permet donc une dérivation de l'air à l'endroit où elle se trouve. Dans l'exemple que je vous montre ici, cette dérivation est en amont de la vanne de coupure électrique. L'air sortant de ce piquage ne peut donc être coupé en cas d'arrêt d'urgence. Cette alimentation d'air dite permanente est donc adaptée pour l'alimentation de ces préhenseurs par le vide. Une dérivation d'air ne suffit pas toujours. Ainsi, il est possible d'avoir un module de dérivation à 4 sorties, tel que le montre cette image, et dans ce cas, il est possible de diversifier encore un peu plus les alimentations en air de notre machine. Et ça tombe bien, car nous avons sur la machine en question une station de vissage avec un moteur pneumatique. Ce moteur tourne en général à des vitesses élevées et contrairement au vérin pneumatique, ce moteur a besoin d'air lubrifié pour fonctionner. Nous allons donc, à l'aide d'une des sorties du module de dérivation, créer une alimentation d'air spécifique, lubrifiée spécialement pour ce moteur. Cette nouvelle alimentation est utile, mais elle peut néanmoins poser un problème lors de la coupure par la vanne manuelle cadenassable. Je vous le représente ici. Cette vanne coupe et purge l'installation de la machine. Tout l'air expulsé ressort par cette vanne. Et par contre, l'inconvénient, c'est que ce débit d'air inverse emmène également des particules d'huile issues du lubrificateur vers tous les composants, que ce soit le régulateur, le filtre, cette vanne cadenassable. Nous allons donc avoir besoin d'un nouveau composant pour empêcher ce reflux d'huile. Ce composant est composé d'un clapet anti-retour. Il est implanté ici, entre le régulateur et le lubrificateur. Il va donc faire barrage à l'huile venant de ce lubrificateur. La purge de cette alimentation se fait par la diminution de la pression de part et d'autre du clapet, donc dans ce sens-là et dans ce sens-là, pour finir par la mise hors pression du moteur pneumatique. À noter qu'avec ce type de coupure générale, l'alimentation orange que nous avons vue précédemment est aussi mise hors pression. Attention, dans ce cas, à ce qu'aucune pièce ne soit restée accrochée au préhenseur vu précédemment. Enfin, il peut être nécessaire de limiter l'effort d'une station, par exemple, de préhension de petits ressorts par des pinces pneumatiques. Aussi, nous utilisons une nouvelle sortie, celle qui est par exemple ici en position basse, une nouvelle sortie de cette dérivation pour créer une alimentation des pinces avec un régulateur de pression à une valeur réglée qui sera verrouillée ici pour ne pas pouvoir être déréglée. On peut utiliser pour cela deux dispositifs, soit une bague ici qui enserre le bouton de réglage et qui condamne donc la valeur de pression avec un cadenas ou avec un call-ring ici dans le petit orifice, ou alors, seconde solution, il existe des régulateurs avec une serrure à clé présente sur le bouton de réglage et qui finit donc, une fois qu'on l'a actionné, de bloquer le réglage du bouton de réglage et donc la pression réglée. Voilà, un premier résumé des notions importantes que nous venons de voir. Une machine industrielle a souvent besoin de plusieurs alimentations d'air distinctes. Les modules de dérivation permettent de diversifier la nature de ces alimentations.
Le clapet anti-retour protège les composants du traitement de l'air des retours d'huile en cas de coupure d'air. Et enfin, le dispositif de verrouillage garantit le réglage de la pression en empêchant sa modification. Pour finir, peut-être un petit truc et astuce, pour éviter la chute de pièces d'un préhenseur par le vide en cas de coupure d'air, il est possible d'utiliser des limiteurs de débit du vide en ligne avec les ventouses. C'est le petit produit que je vous ai montré ici. Cette solution est valable aussi bien dans ce cas que pour le cas où toutes les ventouses ne seraient pas utilisées sur le préhenseur. Mais attention, cette solution n'autorise que des maintiens de courte durée. Voilà, on arrive au terme de ce premier chapitre. C'est maintenant le temps de vos questions. Eric, avons-nous des questions à ce sujet? Alors oui, une première question concernant le cas d'un FRL commandé standard, sans accessoires, et où on souhaiterait Oui. rajouter des accessoires après coup. Est-ce que c'est possible? Oui, ce sont des composants qui sont modulaires entre eux, fixés avec des entretoises qui restent démontables. Donc on peut effectivement, sur la base d'une configuration sans aucun accessoire, sans aucune dérivation, les rajouter a posteriori. Il suffit d'ouvrir les entretoises, de séparer les composants, de rajouter là où on le souhaite le composant supplémentaire et de refermer. Tout est possible. On peut rajouter des composants a posteriori. D'accord. Et puis une deuxième question, savoir s'il est possible d'utiliser les modules de dérivation en dehors d'un module FRL, donc de manière indépendante. Oui, on peut effectivement utiliser ces composants-là tout seul, en dehors d'un traitement d'air. Il suffit juste de prévoir les deux entretoises de fixation, idéalement les versions en T, de façon à pouvoir fixer avec deux interfaces en T le composant que l'on met entre les deux. Donc oui, Très bien. c'est possible. Ok, c'est tout pour D'accord? le moment, merci. D'accord, ok Eric, merci. Alors on continue avec les particularités à connaître à propos des filtres maintenant. Et comme tout à l'heure, on vous propose deux nouvelles questions auxquelles vous allez pouvoir répondre par l'écran que je vous affiche maintenant. Quels critères imposent de remplacer une cartouche filtrante selon les trois propositions? Voilà, il vous reste une dizaine de secondes. Choisissez la réponse qui vous semble la bonne. Voilà, le temps est écoulé. Je vous remercie d'avoir répondu à cette première question. Je vous propose tout de suite la seconde pour ce chapitre. La voici. Quel dispositif peut avertir de l'encrassement d'un filtre? Est-ce un manomètre, un pressostat ou un indicateur de colmatage? Voilà, 20 secondes sont écoulées. Encore donc une dizaine. 5, 4, 2, 1. Voilà, le temps est écoulé. Merci d'avoir répondu. On va fermer de nouveau ce sondage et vous afficher les réponses qu'il fallait choisir, à savoir effectivement quels critères imposent de remplacer une cartouche filtrante. Eh bien, idéalement, il faut regarder la couleur de la cartouche ou avoir une information sur la valeur de la delta P qui ne doit pas dépasser un seuil maxi. Et le dispositif qui peut avertir de l'encrassement d'un filtre, c'est effectivement la solution de l'indicateur de colmatage. Nous allons détailler maintenant ces deux solutions. Tout d'abord, souvenons-nous que les problèmes de qualité d'air sont à peu près 85% responsables des causes de panne d'une installation pneumatique. De plus, les filtres en pied de machine sont les derniers remparts à la pollution, qu'elle soit solide, liquide ou huileuse, des composants pneumatiques de la machine. Par ailleurs, les niveaux de filtration standard sont en général de 5 microns,
même si on peut avoir des degrés de filtration inférieurs ou supérieurs. Cette filtration de 5 microns, plutôt fine, hein, de la taille d'une particule de fumée, selon le webinaire que vous avez pu suivre précédemment, cette filtration fine, elle n'est efficace que si l'on veille au bon entretien des cartouches filtrantes. Donc, quand la cartouche apparaît sale au travers d'une cuve transparente, comme c'est le cas ici, ou si la chute de pression après le filtre dépasse le seuil maxi, il est impératif de la remplacer. En général, une opération de maintenance plutôt simple, peu coûteuse, pour des gains qui peuvent être importants en termes de continuité de la production. Une fois convaincu de la nécessité de faire cet entretien, eh bien encore faut-il que la maintenance ait le temps de le faire et de le faire au bon moment. En effet, les filtres sont aussi nombreux que les machines et contrôler l'état des cartouches peut se révéler assez fastidieux. Alors pour nous aider, les fabricants ont développé une solution plutôt pratique en intégrant en option sur les filtres un indicateur de colmatage. On voit l'exemple ici. Il est très visible, vous le voyez, et c'est indéniablement une aide pour signaler l'encrassement des cartouches filtrantes. En effet, on voit bien que le voyant pneumatique rouge apparaît dès lors que la différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre dépasse un seuil préconisé par le fabricant du filtre. Par ailleurs, les filtres ne sont pas toujours implantés dans des environnements industriels communs et standards. Certaines installations sont faites à l'extérieur, demandant à ces produits de résister aux basses températures ambiantes. Au contraire, on peut aussi trouver certains filtres installés près de fours, d'autoclaves, de systèmes de chauffage par induction, et à ce moment-là, ils doivent résister, au contraire, aux températures ambiantes élevées. Donc, ces filtres sont équipés de matériaux spéciaux, notamment pour la fabrication des joints. À noter que ces versions ne sont disponibles ici qu'avec une cuve en métal, donc opaque, mais la maintenance des cartouches n'en est pas moins nécessaire pour autant. Certains autres process demandent parfois aussi des pressions d'utilisation supérieures à 1 mégapascal. Donc dans ce cas, les gammes de pression habituelles jusqu'à 1 mégapascal ne peuvent convenir. Les fabricants ont donc répondu à la demande des industriels en développant des gammes de filtres pouvant résister jusqu'à une pression de 2 mégapascal. À ces pressions, comme le montre l'image, les filtres sont forcément avec des cuves et voire des protections de cuves en métal. Alors, finalement, en résumé, les notions importantes que vous venons de voir, le colmatage d'un filtre est effectif quand la delta P dépasse le seuil maxi ou quand la cartouche est fortement colorée par la pollution. La cuve transparente facilite dans ce cas le contrôle visuel. L'indicateur de colmatage aide à remplacer les cartouches filtrantes, on a vu comment. Et enfin, les filtres peuvent aussi exister pour les températures ambiantes élevées jusqu'à 80 degrés Celsius, ou au contraire pour des basses températures jusqu'à moins 30 degrés Celsius, et dans le cas où on a besoin de haute pression, jusqu'à 2 mégapascales. Voilà, un nouveau petit moment pour vous permettre de nous poser vos questions. Eric, avons-nous déjà des questions sur ce sujet? Oui, tout à fait. Oui. Une première question qui concerne l'indicateur de colmatage, pour Oui. savoir s'il est possible, donc au lieu d'un indicateur visuel, d'avoir un signal électrique pour déclencher une alarme dans la machine, par exemple. Oui, effectivement, la solution purement mécanique, si on peut dire, et visuelle, peut être remplacée par une solution électrique. On utilise pour ça deux capteurs de pression à sortie électrique que l'on positionne avant et après le ou les filtres. Et le signal électrique qui émane de chacun de ces deux capteurs est traité. On en fait en fait la soustraction de l'un par rapport à l'autre et on affiche et on relaie le résultat de cette soustraction pour être capable peut-être de l'afficher, d'allumer une lanterne ou d'actionner peut-être même un klaxon si ce colmatage conditionne énormément
le fonctionnement de la machine. D'accord, très bien. Et puis une autre question concernant la semaine dernière, dans le webinaire précédent, on avait vu Oui, déjà des filtres qui étaient oui, plus du côté de la salle compresseur. oui. Est-ce qu'il y a une différence importante par rapport aux filtres que l'on voit maintenant? Ils ont ils ont tous une fonction effectivement d'éliminer la pollution, mais le principe de filtration est, je dirais, différent selon qu'on est sur des filtres en ligne proches du compresseur, puisque ces filtres-là acceptent l'air par l'intérieur du filtre et l'air est expulsé traverse l'élément filtrant et ressort à l'extérieur, alors que pour ces filtres-là, c'est l'inverse. L'air rentre dans le filtre par l'extérieur de la cartouche et ressort en passant par l'intérieur. Donc on a un fonctionnement, somme toute, contraire dans un cas et dans l'autre. D'accord. Et puis il me semble que la nature des cartouches est différente également. Oui, On avait vu des effectivement. cartouches plissées la semaine dernière. Voilà. Le niveau de D'accord. filtration et la nature des cartouches est bien différente. Les cartouches filtrantes des filtres en ligne devant passer énormément de débit, on a par le plissage une surface d'échange bien plus grande que pour ces filtres terminaux qu'on installe sur les machines. D'accord. C'est clair. OK? C'est tout pour le moment. Merci. Bon, d'accord, merci aussi. Allez, on poursuit avec les options des régulateurs standards. Et une fois n'est pas coutume, commençons donc par cette question que je vous partage ici, selon le même principe que tout à l'heure, à savoir cet écran dédié. Peut-on utiliser un régulateur standard pour réguler la pression dans une seule chambre de vérin? Trois possibilités, oui, non, ou humblement, vous ne savez pas. Voilà, le temps est maintenant écoulé. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir répondu. Je ferme et je vous indique la bonne réponse. Bien, voilà, merci. La réponse est non. La réponse est non et on va l'expliquer maintenant. Pour expliquer cette notion, on va prendre l'exemple que l'on schématise ici d'un vérin pneumatique vertical, tête en bas, avec une charge en bout de tige. La charge est donc menante vers le bas à cause de la gravité. On peut donc limiter la pression pour faire descendre cette charge, donc limiter la pression en sortie de tige. Par contre, il nous faudra effectivement toute la pression nécessaire, disponible, pour pouvoir remonter la tige et donc rentrer le vérin. Nous installons, tel que ça figure sur ces deux schémas, un régulateur de pression unidirectionnel. On le reconnaît à la simple flèche qui est représentée ici. La pression de l'air est, dans ce cas, limitée pour la sortie de tige seulement. Nous pilotons sur la figure 1 le vérin pour descendre la charge. Dans ce cas-là, tout se passe bien, la pression est bien régulée, elle est minimale, le mouvement est dans ce cas-là doux et régulier. La figure 2 montre le pilotage de la rentrée de tige pour remonter la charge, mais dans ce cas-là, le vérin ne fait qu'une toute petite partie de sa course et s'immobilise. En effet, le régulateur que l'on a choisi, unidirectionnel, sur la chambre arrière, ne laisse passer l'air au bon débit que dans un seul sens. On le voit ici, il est bloqué à la sortie du régulateur. On va voir dans la diapo suivante quelle amélioration il faut apporter pour que ce schéma finisse par fonctionner. Pour un fonctionnement correct, il faut remplacer le régulateur standard que l'on avait choisi unidirectionnel par une version bidirectionnelle que l'on reconnaît à travers la double flèche qui va dans les deux sens. Et le fonctionnement, il est décrit ici et là par la présence d'un clapet anti-retour en bypass vis-à-vis du régulateur.
Ça permet de bloquer l'air dans le sens de l'admission et donc tout l'air d'alimentation pour la sortie de tige passe effectivement par le régulateur. On a le même fonctionnement que précédemment. Et par contre, à la rentrée de tige, l'air ne passe plus par le régulateur, mais passe effectivement par le clapet anti-retour jusqu'à la sortie par le silencieux. Donc dans ce cas-là, et grâce à cette version, le mouvement du vérin est maintenant possible dans les deux sens, avec la pôle pression dans chaque centre. Voyons donc en résumé les deux versions de régulateur de pression. Tout d'abord, les deux modèles disposent d'un clapet de décharge symbolisé ici par les petits triangles, sans lequel effectivement aucune régulation de la pression à l'atmosphère ne serait possible. Par contre, seul le modèle ici à double flèche, symbolisant un fonctionnement avec un clapet de purge, laisse échapper l'air si besoin de la sortie vers l'entrée du régulateur. Comme précédemment pour les filtres, les régulateurs existent aussi en version haute ou basse température. Pour les versions basse température, on utilise des nitriles spéciaux pour la fabrication des joints. Pour les versions haute température, c'est plutôt le FKM, autrement dit le Viton, qui est utilisé pour ces joints. À noter encore le changement de design de ces régulateurs par rapport aux versions utilisées dans des conditions de température habituelles, mettons 0,60 degrés. Mais malgré ce changement de design, il reste néanmoins modulaire par rapport aux autres composants d'une ligne FRL grâce à la forme ici qui permet le montage de ces composants. À l'image encore une fois, de ce que l'on a vu pour les filtres précédemment, les régulateurs existent aussi en version haute pression. Des matériaux solides sont utilisés dans la fabrication de ces régulateurs de façon à leur permettre de résister à des pressions jusqu'à 2 mégapascales en utilisation. Et de plus, la modification de la construction de ces régulateurs-là permettent d'avoir une plage de pression de réglage plus grande que pour les versions standards. Et là encore, le design est différent, mais néanmoins, ces régulateurs haute pression restent modulaires avec le reste de la gamme. Voilà, comme précédemment, on vous fait un petit récapitulatif des notions importantes pour ce chapitre. Le clapet de purge des régulateurs est indispensable si on veut avoir la possibilité d'un débit inverse de la sortie vers l'entrée du régulateur. Et puis, les régulateurs existent pour les températures ambiantes élevées, pour les températures ambiantes basses, et il existe des versions haute pression jusqu'à 2 mégapascales. Allez, de nouveau une période pour vous permettre de nous poser vos questions. Alors, une première question, effectivement, Oui. concernant le régulateur avec purge, savoir s'il est possible en fait de standardiser ce type de régulateur sur une machine, puisqu'il paraît très intéressant, plutôt que le régulateur standard. Oui, les deux versions existent. Les régulateurs standards étant plus vendus, le prix est un peu moindre, mais effectivement, compte tenu des caractéristiques et de toutes les applications que peut couvrir le second régulateur, il serait effectivement possible et peut-être judicieux de le standardiser comme le régulateur pouvant effectivement répondre à tous les cas. Oui, c'est une solution, bien sûr. D'accord. Et puis une deuxième question concernant le montage du régulateur. On a vu qu'il pouvait être monté avec le bouton orienté vers le bas ou vers le haut. Ah oui. Est-ce qu'il y a un intérêt de monter le bouton vers le bas? Il y a un intérêt puisqu'en fait, on a avec un bouton vers le bas plus la possibilité de protéger le clapet de décharge en cas de pollution de l'air. De l'air pollué va venir peut-être à un moment donné obturer le clapet de décharge et donc remettre en cause le fonctionnement du régulateur. Donc un régulateur avec la tête en bas est mieux protégé contre la pollution de l'air si elle existe. D'accord, c'est clair, merci. C'est tout pour le D'accord. moment. Très bien. Bien. Bah, écoutez, on va aborder les notions qui concernent maintenant les régulateurs de précision.
Et là encore, pouvez-vous nous donner la caractéristique selon vous d'un régulateur de précision en répondant selon les 3 propositions que l'on vous propose? Voilà, encore 5 secondes. Voilà, le temps est écoulé. Merci d'avoir répondu. Je referme ce sondage et je vous partage la bonne réponse. Il fallait choisir effectivement une bonne stabilité de la pression de sortie comme étant la caractéristique d'un régulateur de précision. Nous allons détailler cela maintenant. On le détaille ici par tout de suite un exemple où il est nécessaire d'avoir une bonne stabilité de la pression en sortie d'un régulateur. Il s'agit en fait du fonctionnement d'un vérin de régulation de tension d'une bande. Chaque surtension de la bande exerce ici une tension sur le galet, lui-même lié à la tige du vérin. Cette surtension de la bande entraîne une surpression dans la chambre du vérin vue par le régulateur de précision qui va, dans ce cas-là, rapidement laisser échapper cette surpression et donc on va récupérer rapidement la bonne valeur de tension de cette bande. Dans un sens ou dans l'autre, si effectivement la bande a aussi tendance à se détendre, on aura à travers ce régulateur une pression supplémentaire qui va être admise dans le vérin de façon à récupérer le jeu, si on peut dire, et donc à récupérer une tension suffisante de la bande. Les régulateurs de pression de précision sont donc des produits caractérisés par leur stabilité de la pression en sortie. Elle est bien plus développée que pour un régulateur standard et cette stabilité de pression, elle est possible grâce à une caractéristique de ce régulateur, à savoir sa bonne capacité d'échappement. La capacité d'échappement de ce type de régulateur, on la voit ici tracée dans une documentation issue d'un fabricant. On constate assez facilement la bonne linéarité d'Acour pour ce type de régulateur, c'est ce qui caractérise la capacité d'échappement, et une valeur de débit plutôt élevée à une pression de 0,5 mégapascal. Voilà pour ce qui est de la caractéristique en termes d'échappement. Voyons aussi le diagramme de débit de la sortie d'un régulateur comme cela. Elle est caractérisée ici par une courbe très très plate, donc un débit sans chute de pression de 0 jusqu'à environ 300 litres par minute pour ce modèle en sortie 1/8 de pouce. Donc une capacité de ces régulateurs de débit, de pression, pardon, à avoir un débit assez élevé et presque indépendant de la chute de pression, au moins au début de la courbe. Voilà, arrêtons-nous un instant sur la façon dont on règle la consigne de pression sur ces régulateurs. Elle est en général manuelle, faite manuellement à travers ce bouton rotatif. Il existe une variante où le bouton rotatif est remplacé par un signal pneumatique. Et dans ce cas-là, on a une commande pneumatique, mais par contre, on n'a pas de solution si l'on veut éventuellement une consigne réglable électriquement. On n'a pas de solution dans ces gammes-là, mais par contre, on peut aller chercher les régulateurs électro-pneumatiques qui sont dans leur partie mécanique de conception proche à ceux que l'on a ici, mais qui ont une commande électronique pour recevoir des signaux électriques, des signaux de commande électriques. Les signaux électriques permettent d'avoir une plus grande gamme de consignes de pression différentes, voire de générer des pentes de pression, par exemple de 0 à 5 bars.
avec une pente dédiée. Enfin, ce type de régulateur électropneumatique peut communiquer électriquement la valeur de la pression en sortie, mais peut aussi également informer d'un dépassement d'un seuil de pression que l'on aurait réglé au préalable. Voilà, en résumé, ce que l'on peut retenir de ces notions, la sortie d'un régulateur de précision est caractéristique d'une grande stabilité, elle s'adapte rapidement aux variations de pression d'un équipement. Le régulateur de précision a aussi une bonne capacité de débit et la version électropneumatique est donc pilotée par des signaux électriques. Elle donne aussi des informations en retour de la pression. Allez, un nouveau truc et astuce, vous pourriez utiliser un régulateur électropneumatique pour empêcher le déréglage de la pression souhaitée. C'est un truc et astuce que l'on vous propose et qui peut vous rappeler le dispositif de verrouillage que l'on a vu précédemment sur les régulateurs standards. Donc c'est une possibilité, pensez-y, si effectivement vous souhaitez utiliser cette possibilité. Voilà, ainsi termine ce chapitre sur les régulateurs de précision. Alors, encore une fois, est-ce que vous auriez des questions qui mériteraient d'être expliquées ici? Oui, une première question concernant donc ces régulateurs de précision et savoir s'il est possible de les monter sur les FRL modulaires. Oui, on n'en a pas parlé, mais c'est effectivement une possibilité. On peut, si besoin, remplacer un régulateur standard par un régulateur de précision dans une ligne de traitement d'air. Oui. Très bien. Et puis, deuxième question, concernant la qualité de l'air pour alimenter ces régulateurs de précision, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Ils ont longtemps été synonymes d'une qualité d'air plus fine, meilleure que la qualité standard à 5 microns. Les anciens produits étaient dans tous les cas dans cette caractéristique de qualité d'air. C'est moins vrai aujourd'hui. Les composants, les régulateurs de précision récents ne demandent plus une filtration fine, mais une filtration standard aux alentours de 5 microns. Donc, ça va plutôt dans le sens de la simplification. Oui, tout à fait. D'accord. Et bien, c'est tout pour le moment. D'accord. Bon, bah écoutez, on avance et on arrive au bout de ce webinaire puisqu'on va aborder maintenant le dernier chapitre, à savoir la coupure de l'air pour la sécurité machine. Alors, on aimerait savoir en préambule, effectivement, ce que vous pensez du moyen possible pour assurer une coupure de l'air en sécurité en cas d'arrêt d'urgence. Qu'est-ce que vous choisissez parmi les trois propositions? Voilà, le temps est écoulé. Merci d'avoir répondu. Je vous propose, comme d'habitude, la réponse qu'il fallait choisir. Par quel moyen peut-on assurer une coupure de l'air en sécurité en cas d'arrêt d'urgence? Eh bien, idéalement, avec une vanne pilotée électriquement et contrôlée mécaniquement. Et nous allons détailler ce type de produit maintenant. Alors, on évoque ce sujet principalement car l'augmentation de la demande de sécurité autour des machines industrielles ne cesse d'augmenter actuellement. Néanmoins, c'est un sujet relativement complexe qui justifie un webinaire à lui tout seul. Nous l'avons d'ailleurs préparé et présenté il y a quelques jours. Donc, si c'est un sujet sur lequel vous voulez aller encore plus loin que ce que l'on va faire maintenant, il existe un webinaire dédié pour ça. On va tenter, nous, ici, de détailler les composants qui ont pour but de couper l'air avec un certain niveau de sécurité.
Ces composants sont choisis en général par les fabricants de machines en fonction d'une analyse de risque qu'ils font, des risques possibles engendrés par le process de leur machine. À ces niveaux de risque qui sont décrits dans la norme ISO 13849-1, on fait correspondre des niveaux de performance, notés PL comme Performance Level en anglais, avec une échelle de petit a à petit e pour un risque faible jusqu'à un risque élevé. Et on y associe également des catégories de sécurité notées B à 4 pour des architectures relativement simples au niveau B et plus élaborées au niveau 4. On va détailler donc les composants pour la coupure de l'air à travers à la fois ces niveaux de performance et ces catégories de sécurité. Pour un risque faible, donc un niveau de performance petit a ou petit b, un fabricant de machine est amené à choisir une coupure de l'air de catégorie B ou 1. Ce type de produit, c'est une électrovanne, comme je vous le montre ici. C'est une électrovanne plutôt standard qui a comme fonction donc de couper et de purger rapidement les circuits en aval. Elle est pilotée électriquement en permanence par l'automate pour être en sécurité dite positive. Et enfin, l'électrovanne est actionnée lors d'un arrêt d'urgence. En cas de risque évalué petit c, le niveau de performance demande un composant de sécurité de catégorie 2. On entre ici dans la famille des électrovannes dites de sécurité. Cette électrovanne, elle se différencie de la précédente par un contrôle permanent de son état avec un retour d'information à l'automate. La fonction de contrôle supplémentaire permet de détecter l'éventuel dysfonctionnement de l'électrovanne pour interdire, le cas échéant, l'accès complet à la machine. En cas de risque maximum, évalué D ou E, on aura un composant de sécurité de catégorie 3 ou 4. C'est là encore une électrovanne de sécurité, mais elle se différencie de toutes les autres par la redondance constituée d'une seconde électrovanne couplée en série identique à la première électrovanne. Ainsi, la seconde est capable de pallier la défaillance de la première si c'est le cas. Les deux électrovannes continuent d'être contrôlées en permanence avec un retour d'information de leur état à l'automate. Voilà les notions que nous voulions aborder autour de cette coupure de l'air et de la sécurité machine. Les points essentiels, la norme ISO 13849-1 et le document de référence et encadre le choix des composants participant à la sécurité machine. Les électrovannes de coupure de l'air, elles servent à supprimer les risques d'énergie résiduelle quand on coupe l'air. Les électrovannes de sécurité sont contrôlées avec retour d'information à l'automate sur l'état de l'électrovanne. Et pour les risques les plus élevés, on fait appel à la redondance pour pallier la défaillance. Voilà, ce sujet étant très rapidement abordé, uniquement sur ce qui nous intéressait, la petite partie qui nous intéressait. Eric, avons-nous des questions à ce sujet? Oui, une question d'un fabricant de machines qui semble avoir des difficultés pour définir la catégorie de sécurité qu'il doit appliquer sur sa machine, et il voulait savoir si SMC pouvait l'aider à faire cette étude de sécurité pour définir le niveau requis. Alors, il faut bien distinguer analyse de risque et choix des composants. L'analyse de risque est de la responsabilité seule du fabricant de machine. Nous ne sommes pas en général en mesure de faire ce travail-là à leur place. Par contre, une fois que l'analyse de risque est faite, on en déduit en général le niveau de performance et à partir de là, nous sommes capables effectivement
de présenter les solutions, les produits dans la catégorie correspondant au niveau de performance. Mais le niveau de performance est à l'initiative et de la responsabilité du fabricant de machines. D'accord, très clair. Ben, c'est tout pour le moment. D'accord, bon, très bien, merci. Alors, on va aborder un dernier aspect. On a bien détaillé les composants périphériques, je dirais, au traitement de l'air. Les traitements de l'air, ils sont en général composés plus ou moins sur mesure. On utilise pour ça un logiciel de configuration chez SMC qui est accessible sur notre site. Je vous ai remis le lien complet ici. Peut-être ne connaissez-vous pas les particularités de ce logiciel et que vous souhaiteriez en savoir un peu plus. Je vous propose de répondre à la dernière question qui porte sur cet intérêt-là en nous disant si oui ou non vous souhaiteriez une présentation détaillée de ce configurateur de traitement d'air. Est-ce que vous êtes intéressé ou pas de cette possibilité? Voilà, il vous reste à peu près 5 secondes pour faire votre choix. 2, 1. Voilà, les 30 secondes sont écoulées. Une dernière fois, merci d'avoir participé. On va voir ce que vous avez répondu. Eh bien, écoutez, c'est un intérêt complet, 100% de réponses positives. Ce que l'on vous propose, c'est peut-être de le faire sous la forme d'un prochain contact avec le commercial de votre secteur, de façon à ce qu'il puisse, si c'est possible en ce moment, vous faire une présentation en face à face. Sinon, il y a forcément la possibilité de le faire comme ce webinaire à distance. Mais dans tous les cas, vous avez la possibilité de disposer d'une présentation détaillée de ce configurateur. Merci pour cela. On va effectivement en rester là pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous aura été favorable et instructif. Vous allez recevoir par mail, dans tous les cas, une fiche synthèse de cette présentation, de façon à ce que vous ayez une trace écrite que vous pourrez conserver. Si cela vous a intéressé, eh bien, nous vous fixons un nouveau rendez-vous le 16 juillet à 10 h ou à 16 h, de façon à participer à un webinaire qui sera cette fois consacré au chapitre, à l'un des chapitres sur les actionnaires. Donc, vous devez pour cela vous inscrire, comme vous l'avez fait pour aujourd'hui, sur notre site internet smc-france.fr et faire le e-learning idéalement qui s'y rapporte au préalable. Enfin, bien sûr, nos conseillers formation, Karine ou Grégory, sont à votre disposition pour vous renseigner du contenu des formations présentielles que l'on propose aussi. Sinon, vous avez évidemment aussi la possibilité d'aller chercher l'information sur notre site smc-france.fr, rubrique formation Sensei, demande d'information. Voilà, nous espérons Eric et moi, que vous avez passé un agréable webinaire et que si cela vous a plu, vous pourrez mettre un commentaire sur, par exemple, le réseau LinkedIn. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end, un bon futur week-end, et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous et au revoir Eric. Au revoir Philippe, au revoir à toutes et à tous, merci. Merci, à bientôt.